Merci beaucoup, Monsieur Michel Lesparc. Alors, merci beaucoup d'être venu ici et vous êtes très nombreux aujourd'hui. Franchement, ça m'encourage beaucoup. Et merci à tous. Je commence tout de suite sur ma présentation. Aujourd'hui, on va aborder sur le sujet que M. Michel Lesparc vient de dire, le plus chaud, le plus dur pour que, je pense que pour moi, personnel, et pour le Vietnam aussi, parce qu'on parle sur le problème de frontière maritime du Vietnam face à la Chine et l'ASEAN. Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est, vous voyez sur la carte, et c'est par hasard, mais on voit la carte que je mets sur PowerPoint, c'est la même carte que vous avez sur le petit ouvrage qu'on vient de diffuser. Alors, pour le nom de la mer orientale, nous on dit comme ça, en vietnamien, on dit Biển Đông oriental. Mais on a beaucoup de différentes appellations. Pour la Chine, on s'appelle la mer du Sud, Nam Hải, chinoise. Pour international, on s'appelle mer de Chine du Sud, pour international. Et aussi pour Philippines, le Philippines s'appelle la mer de Luzon ou mer de Philippines de l'Ouest. Et à l'heure actuelle, il y a quelques experts dans le monde. Ils demandent, il faut changer le nom de la mer orientale. C'est la mer de l'Asie du Sud-Est. Et c'est comme il y a beaucoup d'appellations, on trouve le problème, c'est très très complexe. Et c'est pour ça que je veux dire la première chose, que la limite de l'espace de thème frontière maritime du Vietnam. Parce que ce n'est pas seulement frontière maritime du Vietnam, c'est que la frontière maritime dans la mer orientale. Le Vietnam, en fait, on partage ligne de frontière maritime avec 5 pays, la Chine, l'Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Cambodge. Et voilà, c'est pour ça, dans cette étude, j'aborde seulement la frontière maritime avec la Chine, c'est Paracel et Spratly. Et la dernière séance, on a déjà parlé d'une autre frontière maritime avec la Chine, c'est le golfe du Tonkin, on a déjà terminé. La deuxième chose que je voudrais aborder, c'est dans le cas de cette présentation, je n'ai pas l'ambition de vous présenter tout au long de l'histoire de la frontière du conflit de souveraineté dans la mer orientale. Parce que, comme vous savez, la question de souveraineté sur les deux archipels, Paracel et Spratly, existe de façon permanente entre la France, la Chine et le Japon à l'époque coloniale. On voit depuis 1884 et 1954. Et aussi entre la Chine et le Vietnam et le pays d'Asie du Sud-Est depuis 1954 à nos jours. Tout au long de l'histoire très, très longue et très complexe. Et je n'ai pas de l'intention de faire tout comme ça à cette présentation. Alors, vous voyez bien que la question de souveraineté dans la mer orientale est toujours très complexe. Elle est la cause majeure de la séparation et du désaccord entre la Chine, l'ASEAN et le Vietnam. Elle est aussi la cause des accords internes entre les pays d'Asie du Sud-Est à l'heure actuelle. Depuis l'année 2000, la tension dans les litiges opposant la Chine à plusieurs États d'Asie du Sud-Est continue en effet de prendre de l'ampleur. La solution de règlement de ce problème est, semble-t-il, toujours dans l'impasse. En raison de cela, à cette l'occasion, je voudrais aborder, aller plus loin sur quelques aspects de ces questions. On va aborder 4 questions, comme vous voyez. La première question, c'est la nouvelle tension revient au goût du jour au XXe siècle. La deuxième question, c'est la politique de la Chine pour l'ASEAN et le Vietnam, diviser pour concourir ou coopérer pour régler. Et la troisième question, c'est l'ASEAN, solidarité ou division face à la question de frontières maritimes. Et finalement, on va régler la question, quelle est la politique du Vietnam face à la question des frontières maritimes. On va aborder toutes les 4 questions comme ça.
Alors, premièrement, avant de parler le sujet principal que je viens d'aborder, je me permets de rappeler brièvement des données historiques relatives à la question de souveraineté sur les paracènes et Spratly. Situés au centre de la mer orientale, ces archipels ont une position très importante d'un point de vue stratégique et économique. Disséminés en travers aux abords des principales voies maritimes entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Ces îles servent de base idéale pour le contrôle de toute la mer orientale. De plus, elles possèdent des richesses naturelles, de pêche, de pétrole ou de gaz. Ces îles donc source de conflits de souveraineté entre la France, la Chine et le Japon à l'époque coloniale. Je vais vous montrer très vite quelques remarques. La première remarque, c'est avant l'époque coloniale. Vous voyez, d'après le document historique de deux côtés, tant chinois que le vietnamien, les archipels Paracènes et Spratly sont en lieu fréquentés par les Chinois et par les Vietnamiens depuis très longtemps. Les deux côtés font la même activité comme pêcheurs, collecter des produits, etc. Mais pour protéger leurs intérêts, l'empereur sous dynastie de Nguyen affirme officiellement leur souveraineté sur les Paracènes et Spratly au cours du XIXe siècle. En revanche, on ne trouve pas l'initiative pareille du côté chinois. Cependant, jusqu'au moment où le protectorat français est imposé au Vietnam, il n'apparaît pas de conflit de souveraineté entre la Chine et l'Annam au sujet de ces archipels. Je vais aborder pour la deuxième remarque. C'est la première période de la colonisation française au Vietnam. On compte depuis 1984 et le 1939. Et on voit depuis cette période le problème de Paracènes et Spratly séparés. On a des actions très séparées sur les deux archipels. Pour Paracènes, on voit très clairement au début, il n'existe pas de contentieux de souveraineté sur l'archipel Paracènes et Spratly entre la Chine et la France. Au début, tous les deux, on ne fait pas attention. La possession des archipels n'est pas considérée comme un problème important par la France. La question est pourquoi? C'est raison c'est qu'en ce temps-là, la France, l'une des grandes puissances maritimes, et les autres puissances appliquent le droit international de la liberté des hautes mers. Et cela permet aux forces navales françaises de faire sentir leur position de force. Et dans ce domaine, la Chine n'est pas un adversaire de la France, ou dit plus concrètement, la France ne doit pas affronter une menace sur la mer du côté chinoise. Mais il faut attendre jusqu'au 1909. On voit très clair, les premiers intérêts français et chinois au Paracènes et Spratly se manifestent à cause de l'action du Japon. En 1909, le Japon occupe l'archipel qui s'appelle Brata. Vous connaissez très bien que Brata, c'est une de 4 archipels dans la mer orientale. Et selon la note direction des affaires politiques, le but de japonais, c'est pas souveraineté. Les Japonais déclarent qu'ils sont tout prêts à reconnaître la souveraineté chinoise sur les îles contre versement par Pékin aux colons japonais de sérieux avantages. Et en octobre 1909, le gouvernement japonais reconnaît la souveraineté chinoise sur l'archipel Brata et obtient une grosse indemnité de la Chine. Ainsi, l'initiative du Japon provoque un complet renversement d'attitude tant de la Chine que de la France. Et on voit en 1920, le gouvernement civil du Guangdong c'est en province de la Chine, décide de rattacher administrativement les îles Paracènes à la sous-préfecture de Hainan. Hainan, c'est une île au sud de la Chine. Mais cette
acte n'est pas reconnu par le gouvernement central de la Chine ni par l'État étranger. La France avait valoir la nullité de cet acte postérieur à l'acte annexion de l'empereur Zalong. À partir de 1928, les deux parties tendent l'avant que la Chine renforce sa présence sur l'archipel et y envoyant des commissions d'inspection et d'exploitation. De 1930 à 1937, la France déclare plusieurs fois les droits historiques et géographiques de l'Empire d'Annam sur les archipels Paracels et propose deux fois, je vous signale, la France propose deux fois, en 1931 et 1937, à la Chine en cas de refus, aller à l'arbitrage. Mais la Chine refuse cette opposition. De 1937 à 1939, une série d'actions tant de la France que du gouvernement général de l'Indochine sont prises afin de procéder à l'affirmation de souveraineté sur les Paracels. Ainsi, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, la France affirme clairement et officiellement sa souveraineté sur les Paracels. On va à l'autre côté sur Spratly. Pour Spratly, ça vient de plus tard, parce qu'à partir de l'année 1930, la France commence à faire l'occupation séilote. Le gouvernement général de l'Indochine et la marine nationale française affirment leurs intérêts pour cet archipel. En avril 1933, l'occupation française sont effectuées solennellement sur 6 îlots. Et cependant, dès la prise de possession française, le Japon adresse au gouvernement français une protestation. Tout de suite, en 1933, le Japon affirme qu'il a déjà pris la possession sur Spratly au début du XXe siècle. Et des conversations sont entamées aussi bien à Tokyo et qu'à Paris au sujet des prétentions japonaises. Le côté français propose une solution par l'arbitrage. Mais comme dans le cas de la Chine, le Japon refuse et l'affaire se trouve toujours en suspens. Du côté chinois, on voit la Chine reste silencieuse dans ce cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune communication ni action de protestation contre l'occupation française de ces îles par le gouvernement chinois. Ainsi, on voit très bien qu'avant la Seconde Guerre mondiale, la France explore complètement les deux archipels Paracels et Spratly qui sont organisés et rattachés administrativement au Vietnam. Pour les Paracels, la chose en fait une affirmation de continuité des droits de l'Annam et pour le Spratly, cela est fait au nom de la France sur la base du principe du premier occupant. Ces choses, maintenant, on devient de source de contestation sur le droit que la France qui est effectué. Et dans cette période, des accords entre la France et la Chine ne portent que sur l'archipel Paracels, pas Spratly. En ce qui concerne Spratly, il semble que la Chine n'a aucune intention de prise de souveraineté. Alors, je vais aller sur la troisième remarque, très vite, 1939 et 1954, la dernière journée que la colonisation française s'est terminée au Vietnam. Et on voit le problème de conflit de souveraineté sur Paracels et Spratly entre la France et la Chine devient plus complexe quand la Deuxième Guerre mondiale éclate à cause du facteur japonais. Je vous souligne que toujours au début, jusqu'à l'heure, toujours le facteur japonais qui fait de commencer des discussions sur les archipels. Le Japon, dès le début de la Deuxième Guerre mondiale, manifeste leur intention d'occuper ces îles à tout prix. Et je vais montrer en fait un télégramme
On a noté dans le leadership chinoise, l'ambition du Japon, celui de l'acquis. Nous, en particulier, nos autorités navales ne saurions de laisser encore occuper l'archipel de Paracel à la fois comme base aviation et refuge de sous-marins. Car cette occupation ne permettrait une nouvelle activité des forces navales de puissance dans la mer du sud de la Chine. Parce que c'est ça, c'est un extrait, je mets toujours le sud de la Chine. Il nous faut attacher un intérêt particulier à cette question du point de vue de la défense nationale. C'est ça, c'est l'opinion très, très nettement du côté japonais. Et là, après l'occupation des îles de Hainan, le 30 mars 1939, le gouvernement japonais décide d'annexer Paracel et Spratly au Japon sous le contrôle du gouvernement japonais à Taïwan, avec le nom japonais de Sinan Ranto. Et cette situation reste jusqu'en 1945. Du côté chinois, la Chine nationaliste, le 7 janvier 1947, la Chine débarque des troupes. D'après le source français, on a 3 officiers et 60 hommes sur une boisée, l'une des plus importantes du groupe de Paracel. Et on voit aussi à partir de 1947, le débat entre le gouvernement français et chinois relativement aux droits respectifs de leur pays sur l'archipel Paracel rouvert officiellement sont tendus à cause de l'opinion chinoise. Le Quai d'Orsay veut régler ce problème au moyen d'un arbitrage. Le côté chinois refuse cette proposition, c'est-à-dire c'est déjà 3 fois la France déjà allait régler le problème par moyen d'un arbitrage, mais toujours la Chine n'accepte pas. Le conflit entre les Chinois nationalistes et les Français existe jusqu'à l'effondrement du régime de Chiang Kai-shek, qui entraîne en avril 1950 l'évacuation de ces troupes de Indonésie où elles sont remplacées par des soldats de l'armée chinoise communiste. Et en ce qui concerne l'archipel Spratly, l'affaire devient plus compliquée après la guerre, à cause des réclamations de souveraineté de plusieurs pays ayant un intérêt relatif. Le 18 juillet 1846, le gouvernement de Philippines, la première fois, les Philippines fait une demande aux Nations Unies concernant l'archipel Spratly. Il réclame tout l'archipel. Cette action provoque une scène de revendication de d'autres pays. La France, la Chine ne rate pas cette occasion. Et on voit très clairement que la situation change à partir d'octobre 1949 avec la naissance de la République populaire de Chine. Dès sa naissance, la Chine communiste publiait en 15 juin 1950 une carte officielle. C'est une carte très très connue et je crois que vous avez tout ça. Une carte officielle englobant très nettement les archipels Paracel, Spratly dans les frontières du pays. La revendication chinoise dans la mer orientale est représentée par une ligne de 9 traites, on dit ligne comme la langue de bœuf aussi, englobant toutes les îles de 4 archipels. Vous voyez sur la carte, on englobant des 4 archipels, Brata, Paracel, Bang-Mak-le-Fay et Spratly, et plus de 80% de la superficie de cette mer. Cette carte a une autre appellation, carte en U, grâce à la forme de la ligne englobante. Cette ligne, selon les auteurs chinois, manifeste le titre historique de la Chine pour presque totalité de la mer orientale. Toutes les îles, tous les rochers et récifs englobés par cette ligne sont une possession chinoise.
et l'espace d'eau englobé par cette ligne est l'eau historique de la Chine. Je veux souligner que la mention l'eau historique de la Chine est usée toujours dans toutes les revendications de la Chine. En fait, cette carte manifeste la conception Grand Han. Han, c'est le nom de nation de la Chine, de l'espace régional et elle est reproduite à chaque fois que la Chine réaffirme sa souveraineté dans la mer orientale. Bien que le conflit de souveraineté est très tendu parfois à l'époque coloniale entre la France et la Chine, mais vous voyez, il n'y a jamais d'accrochage armé, jamais entre la France et la Chine il y a d'accrochage armé. La Chine persiste toujours dans son idée de revendication sa souveraineté historique sur ces îles, mais elle évite à tout prix d'utiliser des forces armées avec la France. Et aussi, le même cas, la France aussi. La France, elle persiste dans son opinion d'affirmation de souveraineté sur ces îles. Mais comme dans le cas de frontières terrestres, le cas frontières terrestres qu'on a déjà abordé dans le premier séminaire, elle peut faire des concessions à la Chine. En échange d'autres intérêts, cela manifeste le plus clairement dans l'affaire des Paracels en 1946. 1946, c'est le temps afin d'obtenir des avantages dans le traité de Trùng Khánh en vietnamien avec la Chine, compte tenu de la neutralité du gouvernement de Nanking dans la question de l'Indochine. Et la France consente à reconnaître la présence chinoise sur les îles Paracels. Alors, je vais aller sur la quatrième remarque. C'est la dernière l'époque, le conflit de souveraineté dans la mer orientale de 1954 à nos jours. La situation et caractère du conflit de souveraineté dans la mer orientale change vivement à partir de 1974. C'est la date que vous savez, et c'est très connu dans l'histoire l'histoire relation entre la Chine et le Vietnam. Date à laquelle aucune puissance ne reste présente au Vietnam. La menace française et américaine disparue, la Chine commence à intensifier sa présence dans les archipels et à utiliser des forces armées pour affirmer sa souveraineté. Le 19 janvier 1974, la Chine lance une offensive avec un appui intensif de l'avion sur l'archipel Paracel, défendu par une garnison du sud Vietnam très faible. Le gouvernement de Thiệu, c'est le président du gouvernement du sud, toujours avec l'espoir d'avoir une aide américaine, appelle au secours de l'États-Unis, mais en vain. Son appel n'a aucun écho, bien que la 7e flotte américaine est toujours présente dans la haute mer orientale. De plus, le Pentagone donne l'ordre à la 7e flotte s'éloigner des Paracels. Sans l'aide militaire américaine, les troupes de Saigon sont défaites rapidement dans la deuxième journée de l'attaque. Et le 20 janvier 1974, les troupes chinoises débarquent sur toutes les îles des Paracels et occupent totalement ces îles. Cette situation persiste jusqu'à l'heure actuelle. On ne peut pas changer maintenant. Dès la victoire communiste au Vietnam en 1975, les différends sur ces îles avaient empoisonné les relations sino-vietnamiennes. La Chine, d'une part, renforce sa position au Paracel et d'autre part, occupe des îles inhabitées des Spratleys en même temps, affirme sa souveraineté et hésite périodiquement le retrait de Vietnam des Spratleys. La signature du traité d'amitié et coopération entre le Vietnam et l'Union soviétique en avril 1978 aggrave les relations sino-vietnamiennes sur les deux facteurs,
terrestre et maritime. Ce traité ouvre la voie directe de l'intervention de l'Union soviétique dans le cas où a lieu un accident sur les îles contestées entre la Chine et le Vietnam et conduit à la mise en place de moyens navals et aériens soviétiques au Vietnam. Cela inquiète les Chinois et surtout la présence de la Pacific Flotte de l'Union soviétique à Cam Ranh en 1979, ce qui augmente la crainte de l'exploitation de ressources offshore. À partir de 1980, après le conflit de frontières terrestres, le Vietnam et la Chine maintiennent la politique. J'ai utilisé l'expression très fréquente. La politique on s'appelle đời quốc ơi, đăng quốc đăng, à l'égard de la question de souveraineté sur les Paracels et Spratly. Au début de 1984, la Chine envoie ses troupes pour occuper Sic et l'os de Spratly et affirme très fort ses ambitions. Et l'action chinoise influence directement sur l'intérêt des pays riverains dans la mer Orientale. Le gouvernement de Philippines et la Malaisie revendiquent sans retard leur souveraineté sur les îles des Paracels, des Spratly. Il faut remarquer que depuis la contention sino-vietnamienne en mars 1984, la Chine renforce ses forces navales pour une politique de reconquête dans la mer Orientale. Moderniser sa marine pour établir sa suprématie et surmonter les difficultés posées par une éventuelle marée navale à longue distance en même temps, publier le texte juridique nouveau, c'est ça. La normalisation des relations entre la Chine et le Vietnam en 1991 ne change pas la situation dans la mer Orientale. La dispute sur le parc Spratly devient très vive. On peut dire que la fin du XXe siècle est un moment particulièrement propice pour que la Chine avance vers la suite. L'ASEAN éprouve du mal à gérer une grave récession économique aux répercussions politiques continues et cette crise ravive certaines des tensions traditionnelles entre les divers pays, facilitant les jeux de Pékin. Et dans le même temps, le budget chinois de la défense augmente de 20% chaque année. Ainsi, à l'heure actuelle, on voit plusieurs revendications exprimées en mer Orientale. La Chine contrôle totalement des Paracels, comme vous avez. Pour les Spratly, elle occupe une dizaine d'îles, le Vietnam 21, les autres pays, Malaisie, Philippines, comme vous voyez sur la carte. Mais il faut souligner, la carte, c'est le produit, c'est 1996. Et c'est ça, on pense que les autres pays, la Malaisie, Philippines, possèdent certaines îles, mais moins que la Chine et le Vietnam. Alors, je viens de parler très brièvement toute l'histoire de conflit entre la France, la Chine, le Vietnam, le Japon autour de Paracels et Spratly. Et maintenant, je vais aller sur la deuxième partie. C'est comment la Chine, l'ASEAN et le Vietnam au XXe siècle face à la problème frontière maritime. On voit très bien que la question de souveraineté dans la mer Orientale est la cause majeure des séparations et du désaccord entre la Chine, l'ASEAN et le Vietnam à l'heure actuelle. Elle est aussi la cause des désaccords internes entre l'État de l'ASEAN. Et comme tous les experts internationaux maintenant, on voit la solution de règlement de ce problème semble-t-il toujours dans une impasse. Et la question que je pose, mais pourquoi? La première question que je voudrais poser, c'est est-ce que la nouvelle tension retourne au XXIe siècle? Et on voit c'est la vérité, parce qu'à partir de 2000,
La zone de mer orientale revient de théâtre d'un conflit de plusieurs pays, Chine, États-Unis, les pays d'Asie du Sud-Est. Et actuellement, la tension dans les litige opposant la Chine à plusieurs États d'Asie du Sud-Est continue en effet de prendre de l'ampleur. La cause explique par nombre élevé des pays membres et la divergence quant à leur point de vue. Je vais vous présenter ces trois différents points de vue de la Chine, de l'ASEAN, les États-Unis et Vietnam. Pour la Chine, le côté chinois, conscience de sa montée en puissance dans la région, accuse les États-Unis de créer et faire monter la tension dans la région pour affaiblir la capacité de la Chine et la séparer de ses alliés dans la région d'Asie, sous prétexte de maintenir la liberté de navigation. Au point de vue chinois, les États-Unis appliquent la stratégie mobiliser le loup, c'est-à-dire les pays d'Asie du Sud-Est, pour attaquer le tigre, c'est-à-dire la Chine, pour contrer la Chine dans la mer orientale. L'étude des experts chinois montre qu'en 2010, les États-Unis publient une étude sur relations sino-américaines qui relève l'année où la Chine, du point de vue d'exploration industrielle, dépasse les États-Unis et les États-Unis ne peuvent plus tout seuls faire face à la Chine. Donc, ils ont besoin d'assistance dans la région pour essayer de mobiliser les alliances de la Chine dans la région de l'Asie. C'est ça, c'est la Chine qui pense comme ça, qui pense les États-Unis ne peuvent pas faire face à la Chine tout seul. C'est pour ça qu'il faut utiliser le pays d'Asie du Sud-Est. De l'autre côté, l'opinion des États-Unis, du Vietnam et l'ASEAN sont très différentes par rapport à celle de la Chine. Les États-Unis et l'ASEAN trouvent une menace de la montée en puissance de la Chine au début du XXe siècle, tant dans sa dimension économique que stratégique et surtout augmentation du budget militaire. Je vais vous montrer quelques chiffres. On voit dans l'année 2015, le budget militaire de la Chine, c'est 114 milliards de dollars contre 54 milliards de dollars de la Russie et contre 42 milliards de dollars du Japon. Et la Chine désormais devient la deuxième puissance mondiale dans le domaine budget militaire. C'est le premier, c'est les États-Unis, et le deuxième, c'est la Chine. Le côté vietnamien considère que la tension en mer orientale répondit précisément à partir de l'année 2009 par une série d'activités unilatérales de la Chine. Je vais vous montrer. En mai 2009, la Chine annonce un moratoire unilatéral sur la pêche dans l'espace maritime avec le Vietnam. Répète et applique chaque année depuis qui permet à Pékin de justifier l'arraisonnement de nombreux bateaux de pêche vietnamiens et l'arrestation de leur équipage. En mai aussi, la Chine dépose auprès de la Commission pour les limites du plateau continental des Nations Unies une carte de la mer orientale affichant la fameuse ligne de 9 tirettes. La Chine affiche son ambition de prendre le contrôle de plus de 80% de la mer orientale. Donc, avec les preuves, je viens de montrer, l'année 2009 est considérée par le côté vietnamien comme le moment marquant le grand changement dans le triangle stratégique Chine, l'ASEAN, Vietnam, à l'égard du problème de souveraineté dans la mer orientale. En fait, à partir de ce moment-là, les accidents se multiplient dans cette région. Alors, la deuxième question, je voudrais aborder la politique de la Chine pour l'ASEAN et le Vietnam
c'est comment? Diviser pour conquérir ou coopérer pour régler. Je vais parler de mon point de vue personnel en donnant les deux questions proposées, mais ça dépend du point de vue de chaque personne. On peut avoir des différentes définitions. Alors, généralement, il me semble que l'attitude de Pékin soit très ambiguë. Les Chinois se montrent assurants dans les forums internationaux en affirmant notamment que les différends armés orientaux doivent être réglés par la négociation. Mais d'autre part, contradictoirement, la Chine refuse toute solution issue d'instances multilatérales et adopte une approche bilatérale. Pour la Chine, pas multilatérale, il n'a que bilatérale. Il refuse aussi de porter cette question devant la Cour internationale de justice. Je vous rappelle qu'à l'époque coloniale, on vient de parler au moins 3 fois, la France demande à la Chine d'aller à l'arbitrage, mais toutes les 3 fois, la Chine toujours refuse. Pour l'ASEAN, en fait, c'est très difficile de définir exactement l'essentiel de la politique chinoise dans le problème de la mer orientale. On voit d'une part, la Chine a besoin de l'ASEAN, de sa solidarité, sa fermeté et sa stabilité, pour assurer que l'Asie du Sud-Est est toujours la région ouverte, sécurisée et étroitement liée avec la Chine. Mais d'autre part, la Chine veut que l'ASEAN ne soit pas solidaire concernant la question de la mer orientale. Elle veut jouer sur les divisions internes à l'ASEAN. Donc, la Chine manifeste clairement sa tactique politique en jouant un double coup d'échec. Avec l'ASEAN, dans la question de la mer orientale, elle veut à la fois de pousser la politique de diviser pour conquérir et de continuer celle de coopérer intra-région. Je vais vous montrer des exemples. D'un côté, la Chine, dans toutes ses déclarations, insiste toujours que les pays de l'ASEAN sont capables de maintenir conjointement la paix et la stabilité dans la mer orientale grâce à la coopération. Le pays en dehors de la région devrait jouer un rôle constructif à ces égards. Le pays dehors, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon, la Russie, je pense comme ça. Refusant toutes les négociations multilatérales, la Chine insiste sur le caractère primordial des négociations bilatérales comme méthode de résolution du conflit dans la mer orientale avec tout pays. Je vous rappelle un événement relatif à la délimitation frontalière dans le golfe du Tonkin entre le Vietnam et la Chine pour le prouver. En 1975, lors de la rencontre à Pékin entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Lê Duẩn, et le vice-premier ministre chinois Deng Xiaoping, le Chinois insiste. Le règlement du problème du golfe du Tonkin n'est l'affaire que de la Chine et du Vietnam. Il n'est pas possible d'accepter une ingérence d'un pays tiers, ni le Japon, ni l'Union soviétique. Depuis 1975, la Chine déjà insisté l'opinion comme ça. Et elle utilisait parallèlement la politique de carotte, très connue, c'est comme la politique traditionnelle des États-Unis, pour avoir des consensus des pays de l'ASEAN, notamment dans le cas de 3 pays, je vais vous montrer, le Laos, le Cambodge et le Malaisie. Alors, le premier, c'est le 23 avril, c'est toutes les données très actuelles. Le 23 avril 2016, le consensus, le ministre chinois des Affaires étrangères en visite au Laos déclare à Vientiane
que la Chine attende un consensus en 4 points avec le Brunei, le Cambodge et le Laos sur la question de la mer orientale. Je me permets de lire quelques phrases. Le consensus note bien que les 4 pays conviennent que les différents territoires sur les îles, des roches et des bandes dans la mer orientale ne sont pas un problème entre la Chine et l'ASEAN dans son ensemble, qui ne doit pas affecter le développement des relations Chine et l'ASEAN. Il convient aussi que le droit de l'État souverain de choisir leur propre moyen de résoudre des différends en vertu du droit international. Les 4 pays ont également convenu que les différends territoriaux et maritimes doivent être résolus par des consultations et des négociations par les parties directement concernées, conformément à l'article 4 de la délégation sur la conduite des parties de la mer orientale, on dit DOC. Cependant, il faut bien marquer que parmi les 3 pays de l'ASEAN, vous voyez la Chine, Brunei, Cambodge et le Laos, les 3 pays d'ASEAN, dont seulement Brunei qui revendique la souveraineté dans la mer orientale. Les 2 autres, le Laos et le Cambodge, sont toujours considérés comme les pays frères par le Vietnam. Mais à quoi ça sert que la Chine, on veut entendu avec 3 pays d'ASEAN, mais seulement un pays, Brunei, a problème avec la Chine dans la mer orientale. Alors, la visite du ministre chinois dans 3 pays, Laos, Cambodge, Brunei, et la signature du consensus sur la question de la mer orientale manifeste clairement la tentative du côté chinois de nuire à l'intégrité de l'ASEAN. Cependant, en août 2016, des autres représentants de la Chine et l'ASEAN déclarent être parvenus à un accord sur mise en place d'une ligne téléphonique directe entre diplomates ainsi que sur la publication d'un code pour leur rencontre maritime non planifiée. Le but très clairement pour maîtriser éventuellement risques qui pourraient survenir en mer orientale à la suite de refus de Pékin de reconnaître la décision de La Haye concernant les litiges territoriaux opposant le gouvernement chinois et philippines. Vous avez très connu la décision de Cour internationale de La Haye. Cette ligne n'est jamais utilisée en réalité depuis en ce moment-là. Le 3e chose que je voudrais dire, c'est l'ASEAN. C'est quoi l'ASEAN? L'ASEAN, solidarité ou division face à la question maritime. La montée en puissance de la Chine, le retour de la politique extérieure des États-Unis vers l'Asie-Pacifique et surtout la tension entre ces 2 pays dans la mer orientale agit profondément sur l'état même de l'ASEAN. La situation géographique de l'Asie du Sud-Est, qui partage avec des grands puissants des milliers de kilomètres de frontières maritimes et terrestres, ouvre ces derniers de perspectives stratégiques, commerciales et énergétiques importantes. La Chine est la puissance des sommets et la plus présente dans l'ASEAN, à la fois dans les échanges commerciaux et dans les investissements. De plus, la création de la Banque asiatique d'investissement et dans les infrastructures, très connue de la banque, en 2015 n'est que la plus récente manifestation. Par son emplacement stratégique, ses ressources et ses débouchés, l'Asie du Sud-Est devient une cible prioritaire et enjeu majeur pour Pékin. L'objectif de la Chine est de mettre en place de nouvelles routes commerciales. Il s'appelle Nouvelle route de la soie, très connue. Transite vers l'Asie centrale et Moyen-Orient, et sous-continent indien et l'Asie du Sud-Est, à la fois par voie terrestre
et en développant les échanges par voie maritime. L'ASEAN est toujours profondément divisée sur la question de la mer orientale à cause des différents intérêts de chaque pays membre. Je vais montrer. L'ASEAN, on a 10 pays, mais on a 5 opinions très différentes. Premier, c'est les Philippines et le Vietnam. Les Philippines et le Vietnam opposant directement et vivement aux revendications chinoises en mer orientale et limite active en faveur d'une prise de position ferme de l'ASEAN contre la politique chinoise. Mais je veux marquer une chose. Je dis les Philippines, ce n'est pas sous le régime de Duterte, parce que c'est lui, il a changé toute la politique traditionnelle des Philippines. Il fait une transaction avec la Chine pour contre les intérêts économiques. Deuxièmement, c'est le Brunei et Malaisie. Le Brunei et Malaisie évitent de faire face à la Chine malgré que les revendications chinoises se vauchent les prétentions de Brunei et de Malaisie. Troisièmement, c'est l'Indonésie et le Singapour. Ne sont pas directement relatifs à la question maritime, mais craignent l'affirmation de la puissance chinoise dans la région. Quatrième, c'est la Thaïlande et le Laos. Thaïlande et Laos affichent une neutralité très bienveillante vers le Pékin, tandis que Birmanie et le Cambodge manifestent leur attitude pro-chinoise. Alors, à cause de différents intérêts et des points de vue des pays membres de l'ASEAN, l'ASEAN devient une association très faible et d'être facilement agi par la politique de division de la Chine. L'enjeu de l'aide économique ou de la coopération économique ont utilisé par la Chine comme un flèche vers le pays d'Asie du Sud-Est et comme une test pour l'ASEAN. Le Cambodge et le Laos sont deux exemples précisés. Je vais vous montrer des exemples dans le cas de Cambodge et Laos. Alors, pour le Cambodge, on voit clairement que depuis 2010, la Chine devient le plus grand investisseur pour le Cambodge. Des millions de dollars prêtés sans intérêt sont fournis par la Chine au Cambodge. Le Cambodge désormais dépend économiquement de la Chine et cela influence directement sur la question dans la mer orientale. En juillet 2012, lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN à Phnom Penh, si le partenaire parvient à un accord concernant un projet de code de conduite COC, c'est très connu, on est en train de parler maintenant, à soumettre à la Chine, ils sont incapables de convenir d'en communiquer comment. Le Cambodge refuse toute mention du conflit en mer orientale. Et pour la première fois depuis 45 ans, d'existence de l'ASEAN, on est absent dans concession, aucun communiqué conjoint n'est publié. C'est très très choquant, je pense que pour tous les pays d'ASEAN. Et deuxième preuve, en novembre 2012, à l'occasion du 21e sommet de l'ASEAN est organisé à Phnom Penh. En qualité de président de l'ASEAN, le Cambodge refuse de mentionner les activités de la Chine dans la mer orientale. Le Cambodge, étroitement aligné sur la Chine, rejette une formulation de compromis dans la déclaration finale. Des sources diplomatiques accusent le Cambodge, proche de la Chine, d'avoir sapé les efforts du pays membre de l'ASEAN pour la question maritime. Alors, le deuxième cas, je vais vous montrer le cas de Laos. Au début de l'année 2016, pour la première fois,
la Chine et le Laos signent un projet de la zone de coopération économique interfrontière. Il s'appelle Mouant-Botton. Vous voyez sur la carte, tout petit, c'est ça. C'est Mouant-Botton, c'est là. C'est un projet de coopération économique entre la Chine et le Laos. Et Mouant-Botton, c'est quoi? Botton, c'est un petit village situé une position stratégique sur la ligne de frontière sino-laotienne, où la Chine peut déployer sa influence sur l'Asie du Sud-Est, notamment sur le Vietnam. La signature de ce projet influence directement sur les résultats des négociations entre les États membres de l'ASEAN lors du 28e et 29e sommet de l'ASEAN au Laos en septembre 2016. Les 10 pays de l'ASEAN ne mentionnent pas la Chine dans leur communiqué final. Le communiqué final ne réaffirme que la sérieuse préoccupation des pays de l'ASEAN face au récent développement en mer Orientale et pris bonne note des inquiétudes exprimées par certains dirigeants. Il faut faire attention le mot de certains dirigeants, c'est pas tout. Tout en évitant de citer des Pékin, le monde de Pékin ou le monde de la Chine ne cite pas. De plus, le communiqué final ne mentionne pas arrêt de la Cour permanente arbitrage de La Haye, publié le 12 juillet, qui juge que Pékin occupe des territoires sans base juridique. Le résultat de ces sommets manifeste clairement des divisions internes de l'ASEAN et la profonde influence de la Chine sur le Laos. Alors, la tactique de diviser pour conquérir de la Chine est évaluée comme un jeu très dangereux pour autant la Chine que l'ASEAN. On voit en fait que l'ASEAN prône la solidarité dans l'économie et culturelle, mais très divisée quant au problème de frontières maritimes. Alors, je vais aller sur la dernière question. Quelle est la politique du Vietnam face à la question de souveraineté dans la mer Orientale? Comme vous avez, l'année dernière, on avait un événement très important pour le Vietnam. On voit très bien que le Vietnam joue d'une position géographique particulièrement qui en fait de lien entre l'Asie du Nord-Est et l'Asie du Sud-Est. La situation géographique du Vietnam, qui partage avec le pays, la Chine, le Laos, le Cambodge, des milliers de kilomètres de frontières maritimes et terrestres, ouvre ces derniers des perspectives stratégiques, commerciales et énergétiques importantes. Selon les experts vietnamiens, chaque partie des pays vietnamiens joue un rôle important comme la porte d'entrée pour les pays asiatiques, déployant vers l'Asie-Pacifique, scène du nord du Vietnam pour la Chine, scène du centre du Vietnam pour la Thaïlande, le Laos et peut-être pour la Malaisie, scène du sud du Vietnam pour le Cambodge. Et les experts vietnamiens aussi considèrent que l'histoire à présent, à cause de sa position stratégique, le Vietnam est toujours comme le G7 majeur sur l'échiquier des puissants dans la région de l'Asie-Pacifique. Les leçons historiques à l'époque coloniale du Vietnam aussi prouvent que le Vietnam, la puissance maritime joue le rôle le plus important pour garder la souveraineté du Vietnam. Et comme vous savez bien, on voit nettement qu'à la fin du 19e siècle, les dynasties Nguyen ne peuvent pas garder la souveraineté du pays à cause de la politique. En anglais, on dit the closed door policy ou en français, on dit la politique du huis clos. Et alors, comment le Vietnam doit agir? La position vietnamienne insiste sur le règlement des disputes par des négociations pacifiques, s'appuyant sur la Convention de l'Union des États-Unis
des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle insiste aussi sur la maintien du statu quo. Hanoi choisit d'utiliser en même temps les divers mécanismes bilatéraux et multilatéraux. En même temps, c'est parallèle. Pour résoudre les disputes. Alors, on sait bien aussi que le Vietnam et les pays d'Asie du Sud-Est ne peuvent faire face à la Chine tout seuls. C'est très clair. Ils ont besoin d'assistants venant de la région et du monde. Les aides et investissements économiques venant de la Chine sont considérables au Vietnam actuellement. Cependant, pour le Vietnam, la souveraineté dans la mer orientale n'est toujours comprise dans ces transactions. Il n'a rien changé pour la souveraineté. On voit sur le PowerPoint que la photo du 10e congrès national du Parti communiste du Vietnam, c'est un événement le plus important du Vietnam, tenu en janvier 2016 à Hanoi, dans un esprit de solidarité, démocratie, ordre et renouvellement. Marque des grands changements tant de la pensée que de l'action du Vietnam. On les voit très clairement que par les documents du Congrès, en ce qui concerne la politique extérieure du Vietnam, le document du parti souligne que il faut assurer les suprêmes intérêts nationaux du Vietnam. Et je vous souligne que c'est la première fois que le document du parti vietnamien note celui-ci dans la patte d'orientation de la politique extérieure du Vietnam. C'est un changement très, très important. Le parti a déterminé le renforcement de la défense nationale et de la sécurité comme mission importante et régulière. Troisièmement, le Congrès affirme aussi la puissance maritime du pays. La stratégie vietnamienne recoupe des jeux certes économiques, mais également de souveraineté. Il est donné pour ambition de faire contribuer l'économie maritime à hauteur de 55% tout le budget national. C'est ça, il a raison parce que situé sur une voie de maritime, le fruit frontière du monde, le Vietnam étant s'étendre ses activités liées à la pêche et à l'exploitation du pétrole offshore. Ce changement est considéré comme celui le plus important et influent directement sur le problème de sa souveraineté maritime. Cependant, on peut voir nettement ce que dernier est en réalité effectué auparavant. Le Vietnam, à partir en ce moment, utilise à la fois hard power, on dit en français la puissance dure ou coactive, et soft power, puissance douce ou de convaincre, et de la façon que le Vietnam effectue pour la tension montée dans la mer orientale à l'heure actuelle. Alors, comment pour la politique de hard power? Je voudrais donner une question. Ce renforcement de la puissance militaire, la politique de hard power est la meilleure façon pour le Vietnam. Depuis 2009, le Vietnam investit des sommes importantes dans ses armées, notamment pour les forces de mer. Pour une remise à niveau technologique, ces sommes surpassent tous les investissements militaires confondus durant les 30 dernières années. Je vais vous montrer, mais il faut souligner que son but de renforcement de puissance militaire n'est pas pour attaquer. Il faut souligner, ce n'est pas pour attaquer, mais pour défendre la souveraineté et pour diminuer le risque d'être attaqué venant de l'extérieur. En 2009, devant la tension montée dans la mer orientale, le Vietnam décide de renforcer sa flotte avec des sous-marins russes. Ce sous-marin peut être doté en armement puissant, notamment dans le système de missiles antinavires.
Et on voit un contrat de 2,6 milliards d'euros portant sur l'achat de sous-marins, d'avions et matériel de guerre est signé à l'occasion de la visite officielle du Premier ministre de Vietnam en Russie. Et les chiffres sont impressifs sous 6 sous-marins de classe Kilo. Et on voit aussi 12 chercheurs Sukhoi et contre environ de 400 millions d'euros. Les bombes, les missiles, les munitions non compris. Alors, on voit un chiffre très impressionnant. Cet achat va manifestement renforcer la capacité militaire du Vietnam dans le contexte de grande tension avec la Chine. Ce renforcement est compréhensif et nécessaire. Mais de l'autre côté, plusieurs espèces des relations internationales considèrent que le Vietnam est en train de marcher sur un fil délicat dans ses relations avec la Chine. À l'heure actuelle, d'après le document vietnamien publié, les forces marines du Vietnam composent environ 45 millions de personnes, 27 navires de guerre, 6 sous-marins et 58 avions. Selon l'estimation du côté vietnamien, ces forces sont suffisantes pour que le Vietnam puisse parer une menace extérieure et protéger la souveraineté du Vietnam. Pour le pays de l'ASEAN, le Vietnam renforce ses relations avec dans la défense avec le Laos et le Cambodge. Et on voit aussi en avril 2016 la visite officielle du général de division Phan Van Giang au Laos. Et dans son discours, il affirme que le Vietnam privilégie le renforcement de l'amitié avec de la coopération intégrale avec le pays, en particulier ceux qui partagent une amitié traditionnelle et des frontières avec le Vietnam, donc le Laos et le Cambodge. Cependant, il existe une contradiction interne dans la politique maritime du Vietnam. Moi, je vois comme ça. Ces contradictions, c'est quoi? C'est la position stratégique globale du Vietnam contre la politique maritime de défendre la région côtière. Et alors, je me permets d'aller pour la conclusion parce que je crois qu'on a beaucoup de choses pour discussion. Pour conclusion, je vais donner 2 questions. La première question, c'est comment peut-on trouver une solution pour les frontières maritimes du Vietnam? Je pense que ces questions, ce n'est pas répondre parce que le Vietnam, au point de vue personnel, à moi, je pense que le Vietnam est actuellement isolé dans le processus de règlement du problème dans la mer orientale avec la Chine et l'ASEAN. Deuxièmement, je trouve pour l'ASEAN, les faibles internes et la force de pression de grands puissants comme la Chine, le Japon et les États-Unis la condamnent à rester en lieu où les États membres collaborent ponctuellement selon leurs intérêts propres. L'ASEAN divisée n'a aucune capacité de régler efficacement la question maritime. Et en fait, on voit très bien que en la commune de tout le budget de la défense des membres de l'ASEAN n'égale même pas le budget chinois. Les 10 pays d'ASEAN, c'était pas égal le budget chinois. Et dans ce contexte, il paraît très compliqué de contenir les revendications chinoises. Et la dernière chose, je donne aussi une question pour terminer. Je pense que sur le rôle d'intermédiaire de l'Europe, et la question que je voudrais
posée sur le rôle d'intermédiaire de l'Europe et le sommet d'Asie-Euro doit être utilisé pour faire avancer le débat et trouver un terrain d'entente. Parce qu'on trouve l'ASEAN ne réussit pas pour le moment à s'arroger le leadership de ces questions. Et alors, il faut trouver un autre moyen de se réussir autour d'une table et parler de ces questions. Et à mon point de vue personnel, je pense que peut-être on peut utiliser le rôle de la France, le pourparler de l'Europe et le sommet de l'Asie-Europe pour qu'on peut trouver un moyen de régler. Alors, je m'arrête ici et alors, merci beaucoup de votre attention et j'attends beaucoup de questions de vous. Merci. Donc, merci beaucoup, Madame, pour cette présentation extrêmement précise et riche d'un problème d'une très grande complexité dont vous avez fort bien montré tous les aspects. Et je pense, moi aussi, qu'il va y avoir beaucoup de questions ou d'interventions. Oui. Bon, j'ai deux questions. Oui. La première question concerne la position du Japon vis-à-vis du conflit en mer orientale. D'après ce que je sais, il y a eu 2 îles qui ont été contestées en termes d'appartenance par le Japon et la Chine. Je crois une île ou 2 îles. Oui. Cette île-là a été achetée par le gouvernement japonais à un citoyen japonais. Donc la question est réglée. Mais n'empêche que les Chinois ont quand même débarqué sur cette île et les Chinois ont été refoulés par les forces japonaises. Donc, est-ce que c'est la fin du conflit japonais-chinois dans la mer orientale ou est-ce qu'il y a d'autres conséquences de ça? Aujourd'hui, quelle est la position du Japon vis-à-vis de tout ça et aussi la position de la Corée du Sud? Je ne sais pas si le Japon et la Corée du Sud font partie de l'ASEAN, mais j'aimerais bien savoir quelles sont leurs positions vis-à-vis du conflit en mer orientale. Et la deuxième question, ça concerne l'intermédiation de la France et de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, le grand blond, il est en conflit avec le petit noir. Et ça occupe toute la scène politique. Je mets les États-Unis à part. Je pense que le président américain, s'il considère que la Chine est hégémonique, il ne fera rien du tout. Parce que ce qui l'intéresse, c'est de stopper la Corée du Nord dans ses lancements de missiles. Et donc, le Japon aussi. Mais les États-Unis ne vont pas s'occuper de nous. Enfin, du problème du conflit. Alors, je voudrais savoir ce que l'Europe peut faire là-dessus. Et puis, j'ai une troisième question. À part de nous vendre des armements, quelle est la position de la Russie dans ce conflit? À part de nous vendre des sous-marins et tout ça, des missiles, des Sukhoi et tout ça, quelle est son influence? Voilà, donc j'ai 3 questions. Première question, le Japon. Deuxième question, l'Union européenne. Et la troisième question, la Russie. Je sais que ça n'appartient pas à l'ASEAN, mais bon. Oui, j'aimerais savoir si vous avez des infos là-dessus. Oui. Merci beaucoup de vos questions très intéressantes et aussi très difficiles. Je vais répondre à la première question, c'est-à-dire la position du Japon. En fait, on voit très bien que la Chine a beaucoup de problèmes de frontières maritimes avec les autres pays dans la région, avec le Japon aussi.
une usine, on s'appelle la Điếu Ngư Đài en vietnamien. Et une autre usine, le problème avec les autres pays. Et alors, c'est la raison pourquoi j'ai déjà rencontré, mais très, très vite, l'histoire de conflits, de souveraineté dans l'époque coloniale. Parce qu'on voit au début, toujours, on a des facteurs japonais. Et ce que la Chine n'a pas, c'est le facteur japonais. C'est pour ça, même à l'heure actuelle, toujours, la Chine ne veut pas que le Japon qui engage à la question maritime, maritime entre la Chine, le Vietnam et l'ASEAN. Parce que la Chine aussi, il a vu toute l'histoire, il comprend très bien que le Japon va jouer un rôle très important. Et aussi, le Japon, on a beaucoup d'ambition sur le problème de la mer orientale. Et moi, je pense comme ça, c'est la position, mais bien sûr pour le Japon, parce que le Japon, c'est un pays avec la mer. Il veut bien avoir une position, une position très importante dans le processus de règlement avec la Chine, l'ASEAN et le Vietnam. Et même, vous savez, à l'heure actuelle, le Japon, on a déjà aidé le Vietnam quelques moyens de l'armée, les bateaux comme ça. Alors, la deuxième question, c'est l'attitude les États-Unis et l'Europe. Pour moi, je comprends très bien que les États-Unis, le plus important pour les États-Unis, ce n'est pas le Vietnam. Non, c'est la Chine. Comme tous les pays, toutes les puissances, toujours on fait attention à la puissance même. Ce n'est pas le problème dans la mer orientale. Occupe pas très important dans la politique des États-Unis. Et je viens de vous montrer que dans le 1974, la Chine occupe les Paracels, la 7e flotte des États-Unis dans l'autre mer. Mais quand le gouvernement du Sud a à peine recours, mais la réponse des Pentagone, c'est non, sans aider. Je n'appuie pas sur l'aide ou des occupations des États-Unis. D'après moi, je pense aussi le rôle intermédiaire de l'Europe, surtout la France. Parce que je pense que la France, c'est une puissance maritime aussi. Et la France, on a déjà engagé dans la période très longtemps au Vietnam sur la question maritime. Et c'est pour ça que je pense que j'espère que le rôle de l'Europe, surtout le rôle de la France, peut régler le problème ou peut faire attention au problème de mer orientale en ce moment, peut trouver une solution meilleure, je pense comme ça. Et la dernière question, c'est la Russie. Je vais vous montrer un exemple. L'année 2014, la plateforme pétrole de la Chine, il s'appelle HD 941, qui vient dans la zone territoriale du Vietnam. Il y a beaucoup de pays qui donnent des publications ou donnent les positions, mais la Russie reste le silence. On n'a aucune opinion officiellement, ça vient du gouvernement de la Russie. Pour le vendre des armées, je pense que parce que la Chine, c'est le puissant aussi pour le produit des armées. C'est si il y a des contentions dans le monde, c'est les États-Unis, la Chine et la Russie qui veulent gagner. Je pense comme ça. Et je n'ai pas l'espoir avec de l'aide ou avec de occupation, ça vient de la Russie. C'est que les intérêts du national de la Russie pour vendre des armes ou des trucs comme ça. C'est ça, bon. C'est bien. Oui, merci. Oui, monsieur. Oui, je saisis l'occasion pour demander à Kang qui a soulevé le problème du Japon et à Hank, là, justement.
Le Japon, tu as dit qu'il y a deux îles, c'est ça, qui veut récupérer. Et si je comprends bien, d'ailleurs, tu as exposé qu'en 1950, le Japon a remis à la France la souveraineté des îles Spratly et Paracel du Vietnam, n'est-ce pas? La souveraineté sur ces îles-là. Le Japon a rendu à la France la souveraineté. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'à la conférence de San Francisco, en septembre 1951, le Vietnam était représenté par le gouvernement de Chun Man-Hu pour l'État du Vietnam. Et c'est pour le traité de paix du Japon avec tous les autres pays après la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce traité-là, tous les pays participants, je crois qu'il y en avait 55 pays environ, Sans la Chine. 56, parfait, Non, sans la Chine. ont reconnu la souveraineté du Vietnam, justement, sur les îles Paracel et Spratly. Donc, je me demande, est-ce qu'au point de vue juridique, que dernièrement, déjà, même en 1916, ou quoi, la Cour arbitrage a donné raison, n'est-ce pas, à la souveraineté juridique du Vietnam. Mais est-ce qu'on peut espérer vraiment régler le problème par le droit, ou est-ce que maintenant, bien entendu, je comprends bien qu'on ne peut rien faire, le Vietnam n'est pas assez fort pour s'opposer à la Chine, n'est-ce pas, au point de vue armement maritime, mais il faut compter absolument sur l'appui des États-Unis et le Japon surtout, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui fait le droit là-dedans? Est-ce qu'on peut espérer? Voilà. Moi, je pense que pour espérer, on a le droit d'espérer, mais pour effectuer, il faut une voie raisonnable. Parce que vous mentionnez le traité de San Francisco de 1951. Alors, si on a le temps, je peux vous présenter tous les deux traités qui sont des sources de discuter très fort dans le cas de Paracel et Spratly. Le traité de San Francisco 1951 et après le traité entre le Japon et le Taïwan 1952. Parce que dans tout le traité, le Japon qui fait une renonce sa souveraineté à tous les quatre archipels, y compris Paracel et Spratly. Mais seulement la moitié comme ça, il ne dit pas que ces archipels appartiennent à qui. Après ça, la Chine dit que c'est ça, c'est pas la raison parce qu'il faut dire qu'il faut renoncer à la souveraineté et il faut fixer que la souveraineté qui appartient à aucun pays. Et la France, après après la San Francisco, la France a fait une déclaration et la France l'a dit que c'est très clairement que si le Japon qui renonce à tout le droit sur ces archipels, c'est-à-dire il reconstruit, il redonne à la France. Et en juridiquement, on a beaucoup de contestations sur ça. Et moi, je pense que pour le juridiquement, il y a beaucoup de gens qui me demandent une question. Pourquoi le Vietnam n'a pas donné des dossiers au cours international? C'est ça, c'est même un aspect très connu, Carl Thayer, est-ce que vous connaissez, très connu aussi dans le monde. Toujours il donne une résolution qu'il faut aller à la Cour internationale. Mais pour le juridiquement, on a besoin de beaucoup de choses. Et même, il faut penser aussi la façon d'effectuer, parce que dans le cas des Philippines, le Cour international, on a déjà rejeté toute demande à la Chine, reconnaître la demande des Philippines, mais après ça, ça n'arrive pas, parce qu'on n'a pas de moyens d'effectuer. Moi, je pense qu'il faut tout le monde trouver une solution pour agir, pour effectuer après tout le
arrêter de cours international. Sinon, c'est très difficile pour le pays comme le Vietnam ou les Philippines. Mon point de vue personnel, je pense comme ça. Je ne suis pas spécialiste sur le juridiquement, mais je pense qu'il faut trouver un moyen. Oui, merci. Aller à un tribunal, bon, on peut gagner comme les Philippines, mais comment obliger l'adversaire à s'exécuter? C'est ça, donc ça sert à quoi? Surtout que l'intérêt du Vietnam, c'est de laisser courir le statu quo. Et pourquoi? C'est que nous sommes quand même la marine, la première marine dans la mer de l'Est, hein, après la Chine. Donc, nos sous-marins sont en mesure de menacer la base nucléaire de Hainan. C'est quand même dangereux pour la Chine si jamais elle veut nous provoquer. Et deuxièmement, et ça c'est très important, c'est que 95% du commerce japonais passe là. Hein, et une part importante de la Corée et des États-Unis. Par conséquent, si jamais il y a une guerre maritime entre la Chine et le Vietnam, l'intérêt du Vietnam, c'est de faire durer. Pourquoi? Parce que ça bloque le commerce international et ça oblige les autres puissances à intervenir. Bon, merci. Alors, avant les autres questions, je pense qu'il faut, je dis le plus correctement les idées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller à la Cour internationale. Il faut parce qu'en ce moment, il faut appuyer sur le droit international pour régler toutes les questions. C'est ça, c'est très important. Mais en fait, moi je pense que pour la lutte de souveraineté, le résultat est très important, mais ce n'est pas tout. Le processus de lutte le plus important aussi, c'est-à-dire, il faut le Vietnam toujours affirme la souveraineté. Il faut préparer le dossier pour aller à la Cour internationale, comme le cas on nous est en train de faire pour le dioxine aux États-Unis. Nous, on a déjà 2 fois les sembles des États-Unis, on a rejeté le problème dioxine pour le Vietnam. Mais nous, en train de faire, parce que moi je pense que c'est le plus important, il faut affirmer. Il faut préparer le dossier pour qu'on peut aller au tribunal. On peut trouver, dans ce temps-là, on peut trouver le moyen. Et moi, je pense que l'aide, ça vient du monde. C'est très important pour nous. On a déjà des expériences dans l'arrêt du Vietnam aussi. Sans l'aide internationale, nous ne pouvons pas gagner. C'est pour ça que je pense que mon idée est très claire qu'il faut faire comme ça, compter sur le droit international, mais il faut préparer concrètement. Et on peut trouver le moyen en même temps. Tu as parlé justement de Jean Orange, là, puisque maintenant c'est Tonga, c'est de la société française. Et pourquoi est-ce que le gouvernement vietnamien, n'ose pas encore attaquer, en quelque sorte, directement les États-Unis? Pourquoi? Peut-être justement parce que à cause des problèmes. En fait, le Vietnam, après des années de l'arrêt, et surtout, il doit passer la tension dans la mer Orientale. On a beaucoup de problèmes de régler. Je pense qu'on veut faire tout, mais ce qu'on doit priorité, on doit développer économique, on doit régler beaucoup de problèmes dans la mer Orientale et beaucoup de choses. Et pour mon point de vue personnel, je pense que
Ce n'est pas directement pour le gouvernement vietnamien, mais il a beaucoup on a déjà des manifestes, les aides pour le Trần Tố Nga. C'est ça. En fait, pour l'argent orange, le Vietnam a déjà attaqué les États-Unis, pas les États-Unis, mais les firmes qui fabriquent. Alors, il semblerait, alors il faut que ça soit confirmé, qu'en 1995, quand il y a eu le rétablissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis, c'était Clinton à l'époque, hein, le Vietnam s'est engagé à ne pas poursuivre officiellement les États-Unis, en contrepartie du rétablissement des relations diplomatiques et de la levée de l'embargo. Donc ce serait, paraît-il, une explication voilà, concernant l'argent orange. Mais le Vietnam a attaqué non pas les États-Unis, mais les firmes américaines. Et ça a été rejeté 2 fois. Voilà, parce que les tribunaux américains ont dit que... Voilà. Mais il semblerait qu'il y ait un accord entre le gouvernement vietnamien et Clinton en 1995. Voilà. Mais on va continuer à faire. Moi, je pense que c'est très important. Sinon, pour la question des Spratly, je crois que le gouvernement vietnamien joue sur 3-4 tableaux en même temps. Premièrement, bon, il faut se préparer à la guerre, et il se prépare, ça je peux le dire, parce que je l'ai vu. Deuxième point, on se prépare aussi pour intenter éventuellement un procès. Entre parenthèses, les Philippines ont gagné, mais c'était juste un cours d'arbitrage. Oui, ça n'a pas une force juridique, c'est juste pour départager 2 parties. Donc ce n'est pas un tribunal. On croit que c'est un tribunal, mais ça s'appelle cour permanente d'arbitrage. C'est juste pour arbitrer. Donc il n'y a pas une force juridique, contrairement à ce qu'on pense. Voilà. Donc ça, c'était l'année dernière. Donc le Vietnam se prépare à la guerre, ça c'est sûr. Elle se prépare éventuellement, elle amasse effectivement toutes les preuves qu'elle peut avoir pour un jour aller devant les instances internationales. Et puis, elle ne peut pas se permettre de provoquer la Chine. Donc, après tout, c'est 2 parties frères. Hein. Donc, en même temps, on est copains. Le Vietnam est quand même très dépendant économiquement de la Chine. Donc, on joue sur le copinage. On est quand même copains en apparence. On se prépare à la guerre. On se prépare pour faire un procès. Et en même temps, on rameute tout le monde. L'Inde, le Japon, les États-Unis, bon, l'Europe. Voilà. Je crois que le Vietnam joue sur 4 tableaux en même temps. Quoi. Voilà. Et surtout, ne rien faire pour provoquer la Chine. Parce qu'on ne peut pas se permettre. Ça, c'est sûr et certain. Mais par contre, on se prépare. Ça, c'est sûr. Oui. Pour revenir au droit international de la mer, la Chine utilise 2 arguments. Hein, les régions de pêche traditionnelles et le 9-dash line, hein, la ligne de 9 tirets. Le 9 tirets, oui. Alors, ça, je ne crois pas que la Cour internationale de justice n'a pas encore fait son jugement là-dessus, mais j'ai l'impression que ça passe difficilement, aussi bien l'un que l'autre. Mais qu'est-ce que vous pensez de ces 2 arguments? Je crois qu'un est facilement à comprendre, mais l'autre, la lignée de 9 tirets, ça c'est une invention particulière, parce que ça occupe une grande surface de la mer qui tombe sous le droit international de la mer, qui est attribué à la souveraineté chinoise, hein, de cette manière. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? La réponse c'est très clairement, moi je pense que la Chine est irraisonnable pour la ligne de 9 tirets qu'elle a demandé. Et je crois que tout le monde, on voit très clairement que ces demandes, ce n'est pas irraisonnable. Ce n'est pas se pose sur le droit international. Non, parce que tout le pays, il faut se partager de continent, aussi de la mer, des zones de la mer. On ne peut pas utiliser, parce que la Chine utilise l'argument de l'eau historique de la Chine pour revendiquer la plupart de la superficie de mer orientale. C'est irraisonnable. C'est pas on ne peut pas accepter des conceptions comme ça.
Et même pour le droit international aussi, parce que dans le droit international de la mer 1982, on a aussi signifié que même les zones territoriales, les zones économiques exclusives et le plateau continental qui peut s'étendre à 350 km superficie. Mais c'est ça, c'est seulement pour fixer. Mais de chaque pays, si on le pays de côté, il faut on se partage, il faut négocier. Ce n'est pas totalement que le droit international qui fixe comme ça. Moi, je pense ça. C'est très clairement. Moi, je pense que la ligne de 9 tirés, ça devient comme un drone, très drôle pour tout le monde. Parce qu'on pense très bien, il y a beaucoup de pays dans la région, ce n'est pas que la Chine. Le Vietnam, le Sud-Est, il y a beaucoup de pays. Il faut se partager, mais il faut être raisonnable dans toute la demande. Oui, que l'Indonésie n'est pas dans les conflits de la délimitation maritime, mais le plus au sud, là, entre Sarawak et Malaisie, il y a des îles indonésiennes. De souveraineté indonésienne. Et je crois que pas que la Chine a contesté la souveraineté de l'Indonésie sur ces îles, dans la mer chinoise méridionale. Oui, l'Indonésie qui part maintenant, à l'heure actuelle, il n'a pas encore participé directement à la question de la mer orientale. Mais il a problème aussi avec la Chine des îles Natuna. Et quelques années récentes, les Philippines ont déjà fait des actions pour qu'ils confirment la souveraineté. Et on pense que dans l'avenir, peut-être, l'Indonésie va participer si la demande, la Chine augmente ou truc comme ça. Maintenant, ce n'est pas encore directement, mais on pense l'avenir, c'est peut-être. Parce que l'Indonésie confirme sa souveraineté sur les îles Natuna. Oui, on a problème il y a aussi. eu déjà des incidents avec les Chinois. Dans le temps. Dans le domaine de la pêche. Dans le temps, oui, c'est ça. Merci. Oui, concernant la ligne dite lưỡi bò, récemment, je crois que la Chine a pris en compte le jugement pour les Philippines. C'est que le tribunal il n'a pas attribué telle île aux Philippines. Et si nous y allons, ce sera pareil. Hein. Par contre, il a défini, vous allez revenir à l'UNCLOS. Dans ce cas-là, eh bien, autour de certains récifs, ça ne tient pas. Dans les petites îles, ça vous fait 12 miles autour. Voilà. Ce qui fait que la Chine, récemment, a enlevé les 9 traits. Et il dit que toutes les îles du Biển Đông, c'est à nous. Hein? Donc, les autres îles occupées par les autres pays, on se donne le droit de les récupérer. Oui, voilà. Bonjour, alors je voudrais qu'on reparle des États-Unis et de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Est-ce qu'il y a des attentes particulières vis-à-vis de sa politique ou des craintes? Est-ce que Donald Trump a changé la donne dans la région ou pas, selon vous? Est-ce que comment le Vietnam d'ailleurs perçoit Donald Trump? Alors, en fait, pour Donald Trump, franchement, je ne suis pas spécialiste sur Donald Trump, mais je pense comme ça. Toujours, je pense que le problème de mer orientale, ce n'est pas, comme je viens de répondre, ce n'est pas un problème le plus important par rapport aux États-Unis. Mais les États-Unis, surtout Donald Trump, peuvent utiliser cette affaire pour quelques buts différents. Et moi, je pense que il faut que les États-Unis aient des actions proches avec le problème de mer de Biển Đông. Par exemple, les États-Unis toujours dit
à la libération de la navigation. Si la Chine fait une ligne de 9 tirets, c'est-à-dire la Chine qui ne veut pas effectuer la libération de navigation. Et les États-Unis, ils sont les responsables pour participer et pour régler des problèmes comme ça. Parce que moi, je pense que la Chine toujours indique qu'elle ne veut pas régler le problème multilatéral, elle veut que bilatéral. Mais toutes les actions qu'elle fait, déjà mondialisation, c'est-à-dire elle veut toute 80% de superficie de Biển Đông appartient à la Chine. C'est quoi? C'est la liberté de la navigation dans le monde. C'est ça, c'est elle. Elle dit une chose, mais elle a fait autre chose. Et moi, je pense qu'il faut que Donald Trump ait la politique le plus correcte et le plus forte pour le problème dans la mer orientale, surtout pour la liberté de navigation. Mais c'est très difficile de penser que comment le Donald Trump pense. Hein. Il change tout le temps la politique. Comme je trouve comme ça. Il dit, mais il change tout le temps la politique. C'est difficile. Bon, je ne veux pas monopoliser la parole, mais j'ai une question assez simple. Les Philippines, le Japon et peut-être la Corée du Sud ont des accords militaires avec les États-Unis. Nous n'en avons pas. Parce que justement, on les a chassés. On ne peut pas compter sur les Russes. C'est pour ça qu'on est mieux servi que par soi-même, c'est-à-dire acheter les sous-marins nucléaires, les avions russes et tout ça. Hein? Est-ce que vous pensez que si demain la Chine attaque les Philippines, je ne parle pas du Japon, parce que le Japon c'est beaucoup plus puissant, Oui. Est-ce que vous pensez que, malgré le fait que Duterte, le président philippin, il joue double jeu, il négocie carrément avec la Chine pour avoir des avantages économiques, comme les autres pays d'ailleurs, hein, comme le Laos ou le Cambodge, c'est la même histoire. Hein. Est-ce que les États-Unis vont intervenir pour sauver le petit allié avec lequel il a un accord militaire? Ou est-ce que vous pensez qu'il ne va pas intervenir du tout, qu'il va laisser le Duterte s'en aller, et puis la chose c'est au plus fort qui gagne? Est-ce que vous pensez que ces accords militaires peuvent aider les pays qui en ont un avec les États-Unis ou pas du tout, sous l'administration Trump? Voilà. Merci beaucoup. Tout d'abord, moi, je pense que l'avenir que vous venez de dire, c'est la Chine attaque les Philippines. Ça n'arrive pas dans l'avenir. C'est pas là, je pense comme ça. Ça n'arrive pas. Mais s'il arrive, je pense que surtout les États-Unis ne intervenir fortement pour sauver les Philippines contre la Chine. Au début, il va trouver des moyens pour régler si la Chine veut attaquer. Je pense comme ça. Et d'autres choses, dans l'histoire que je trouve, même le gouvernement du Sud du Vietnam aussi, les États-Unis ne changent pas l'intérêt eux-mêmes pour sauver les autres, même les alliances. Mais je ne pense pas c'est comme la Chine attaque, non. Utilisé pour menacer, la Chine va faire comme ça. Pour répondre à votre question sur la position de Donald Trump, ce qu'on sait, c'est qu'en 4 mois, depuis qu'il est là, les navires américains ont patrouillé et se sont approchés à moins de 12 000 de certaines îles chinoises en 4 mois. Avant Trump, il y a eu la même chose. Il y a des navires américains qui ont patrouillé pour affirmer, pour dire que bon, la liberté de navigation est respectée. Et
pour ne pas reconnaître les îles chinoises. Sauf qu'avant, c'était 2 fois par an, je crois. Et Trump, depuis 4 mois, depuis qu'il est là, il y a eu, je crois, 2 ou 3 patrouilles qui se sont rapprochées des îles chinoises. Donc ça, c'est factuel. Hein. Bon, est-ce qu'on peut en conclure quelque chose ou non? Je ne sais pas. Voilà. Merci. Je voulais savoir, vous avez parlé de la dépense pour la force maritime vietnamienne. Et j'ai entendu, si je ne me trompe pas, c'est 40% par rapport à quoi? Non, c'est pas 40%. Je vais donner un exemple oui, sur ça. J'ai donné un exemple, un contrat de 2,6 milliards d'euros pour acheter. Et je dis aussi des chiffres que pour le force de marine compose de personnes, de navires, de sous-marins et d'avions. Excuse-moi, une deuxième question. Alors, je pense que le Vietnam est actuellement un peu isolé. L'ASEAN, les États-Unis, la Russie, tout ça, ils sont dans une position d'expectative. Mais je voudrais savoir, dans le pays même, la population, avec le régime et le gouvernement, est-ce qu'il y a un consensus ou bien il y a toujours des tensions, même dans le parti et dans même la population, et puis la situation de démocratie et de solidarité, etc. Est-ce que c'est déjà été fait ou bien on a constaté actuellement une sorte de division, de chaos, au moins en point de vue, je ne parle pas d'économique ou même de politique ou de chemin pour pouvoir contrer ce problème de la Chine, le grand géant, le grand frère géant. Merci. Je suis désolée, mais je ne comprends pas très bien vos questions. Ce que j'ai compris, c'est que vous voulez savoir c'est comme la relation entre le peuple actuel en Vietnam maintenant par rapport aux menaces de la Chine en mer Orientale. Alors, moi, je pense que dans tout le pays, on a toujours le problème social, c'est normal. Même à la France, même aux États-Unis, on a toujours problème de social. Il faut régler le chômage, développer l'économique. Et c'est pas bien entendu entre le gouvernement et le peuple, c'est normal. Mais comme j'ai déjà dit dans ma présentation, nous, on a toujours, même le peuple aussi, et pour le gouvernement, pour la souveraineté du pays, on a toujours la même l'idée, la même option. Et on a fait tout ça pour protéger la souveraineté. On a beaucoup de moyens, on parle beaucoup de façons. Et on peut trouver très clairement que c'est comme ça. Je peux vous donner un exemple. Alors, maintenant, le gouvernement, on a déjà fourni beaucoup de moyens de pêche, économiques, de budget de financier pour le pêcher dans la région au milieu du Vietnam, pour que le bateau de pêche du Vietnam peut aller pour exploiter le produit. On a des commissions, on fait comme ça, on a donné le grand budget pour faire tout ça. Et je pense que c'est ça, c'est une façade pour montrer le gouvernement vietnamien qui est en train de renforcer avec toutes ses forces pour protéger la souveraineté. On a deux méthodes de protéger la souveraineté. Je viens de dire hard power, c'est-à-dire militaire ou la puissance,
et soft power, c'est-à-dire pour la population. Je pense qu'on utilise en même temps, de façon comme ça. Moi, je suis sûr, ce sont des faits, hein. Les Vietnamiens n'aiment pas les Chinois, ça c'est sûr. Tous les Vietnamiens, 99%, ça c'est sûr. Hein. Bon, de là à manifester son opposition que la population, ça c'est autre chose. Hein. Donc ça c'est autre chose, parce que bon, en même temps, il ne faut pas trop provoquer la Chine, parce que sinon elle va dire, bon, vous laissez faire les gens, tout ça. Bon, ça c'est subtil, hein, c'est subtil, mais je crois que les Vietnamiens n'aiment pas les Chinois, tous les Vietnamiens. Ça, c'est sûr, certain. Hein, la population, comme ça, c'est sûr. Sinon, sur le problème, bon, le juridique ou le militaire, moi, je pense que la Chine, elle fait une politique de petits pas au niveau militaire. Elle ne va pas tout de suite envahir les 20 îles du Vietnam. Elle ne va pas attaquer le Vietnam. Mais c'est par petits pas. Donc, elle bétonne les îles. Elle agrandit les îles qu'elle possède, elle installe des pistes, des missiles, et puis dans les détails, alors vous allez peut-être me confirmer, par exemple, il semblerait que sur le passeport chinois, les îles figurent. Donc, lorsqu'un Chinois se présente à un poste frontière vietnamien, les Vietnamiens, les douanes, la police ou la douane vietnamienne, refusent de tamponner le passeport et donne le visa séparément, pour ne pas reconnaître. Parce que si vous tamponnez le passeport avec les îles, ce que vous reconnaissez, donc le Vietnam délivre un visa séparé. Et je sais que, bon, dans certaines cérémonies en France comme ailleurs, une fois, il y avait une fête, je ne sais plus où, en France, et l'organisateur a présenté une carte du Vietnam, sans les îles. L'ambassadeur du Vietnam a refusé de monter. Parce que si vous montez, vous reconnaissez avec la carte du Vietnam sans les îles. Donc on se bat pas à pas. Un autre exemple, je crois il y a 2 ou 3 ans, il y a un navire indien qui quittait un port du Vietnam. En haute mer, à quelques encablures, le bateau indien a reçu un message de la Chine, comme quoi vous devez vous signaler et vous êtes dans les eaux chinoises. Donc tous les moyens sont bons pour la Chine, quoi. Hein, elle grignote peu à peu. Moi, je ne crois pas trop aux solutions juridiques. Hein, c'est la force, mais sauf qu'elle ne va pas utiliser sa force brute. Elle le fait peu à peu. Elle grignote peu à peu. Si on ne dit rien, elle avance, quoi. Bon, là, par exemple, elle a bétonné depuis 3 ans les îles. Elle a élargi les pistes. Elle a fait des îles artificielles. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Voilà. Ben, je crois que c'est comme ça que ça va se passer, quoi. Et puis bon, elle profitera un jour, il y a une brèche quelque part, elle avance encore. Voilà. Donc nous, bon, on résiste pas à pas. Hein. Chaque fois qu'elle fait quelque chose, on essaie de stopper, mais voilà. Et sur les îles, on est prêt, ça c'est sûr. Parce que j'y étais, donc il y a une garnison, ils sont sûrs, il y a des trucs qui sont enterrés et tout, c'est sûr. Il y a des batteries et tout. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous parce qu'on a déjà des affaires comme vous déjà rencontrées, des passeports, des bateaux, des trucs comme ça. Et on a déjà réagi à chaque cas. On a déjà fait. Et moi, je pense qu'il faut réagir, même pour le niveau du gouvernement. Chaque fois, on a des paroles de représentants du gouvernement vietnamien pour contre ça. Et il faut faire ça, je pense que oui. Très difficile la situation du Vietnam, mais quand même, on va faire tout, je pense. Et je crois que récemment, il y a 3 mois, il y a une délégation de haut niveau chinois qui s'est rendue à Hanoï pour négocier je ne sais pas quoi. Et lors d'une négociation, les gens ont dit « ces îles nous appartiennent ». Et je crois que les Vietnamiens ils ont stoppé net. Du coup, ils ont écourté leur séjour, sont rentrés en Chine. Et ils sont revenus, l'accord n'avait pas. Pardon? Et ils sont revenus récemment. Oui, bien sûr. Bon, que la situation se calme. Puis c'est vrai, hein, donc à chaque fois, il faut les arrêter, quoi. Voilà. Ouais. C'est une guerre d'usure, tout à fait. Ouais. Et bon, récemment, par contre, ils ont obligé le Repsol à... Il y a une plateforme pétrolière, je crois,
partenariat entre Petro-Vietnam et Repsol, qui est une société Espagne. espagnole. Ouais. Oui. Bon, ils ont fait pression pour que Repsol s'en retire. Ouais. Donc, Il y a aussi des guides touristiques oui, chinois à Da Nang. qui Ouais. disent que, le Vietnam, c'est une province chinoise. On a déjà réagi à tout ça. Oui, mais Je pense que nous arrivons progressivement au terme de cette discussion qui pourrait naturellement s'étendre encore longtemps, tellement la question abordée est compliquée. Mais je crois qu'il faut d'abord remercier très chaleureusement la conférencière pour ces trois conférences extrêmement stimulantes et intéressantes dans le cadre des relations que le LABEX Transfert essaie d'entretenir avec les collègues vietnamiens et l'université de Hanoï en particulier. Donc, merci. Et puis, je voudrais profiter de l'occasion simplement pour dire que après Madame Nguyen Thi Anh, nous allons avoir un collègue linguiste qui viendra parler le 4 octobre et le 9 octobre. C'est M. Do qui est linguiste et qui est aussi vice-président de l'université de Hanoï. Cette fois-ci, il sera question de linguistique. Donc, merci encore. Encore une fois, je vous tiens à remercier très vivement et très sincèrement. Et franchement, tout ce que vous faites, ça me touche de mon cœur. Et j'espère que j'ai une autre bonne occasion grâce à transfert comme ça pour que je peux présenter devant vous quelques de mes recherches. En fait, personnellement, je suis très intéressée sur le problème de frontières asiatiques parce que je trouve que ça c'est très intéressant et ça qui influence sur toutes les relations internationales. Et je voudrais dire merci beaucoup et à très bientôt, j'espère. Merci.